À la une de l'actualité, une délégation qatari est en visite dans notre pays. Elle a été reçue par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Il a été question de coopération et de partenariat entre le Mali et le Qatar. Entretien des réseaux d'irrigation de l'Office du Niger, on en parle dans ce 20h et 5 milliards de francs CFA seront débloqués pour les travaux qui ont été lancés ce samedi à Bewani. Ces travaux concernent 12 000 km des réseaux. Zoom ce soir sur un ancien combattant des guerres d'Indochine et d'Algérie. Il s'agit de Namaké Sissoko qui déplore aujourd'hui l'attitude de la France face à certains anciens combattants africains qui ne perçoivent pas les mêmes pensions que leurs homologues français. Dans la chronique culture s'intéresse ce soir à la numérisation des anciens manuscrits de Tombouctou et déjà 320 000 manuscrits sont numérisés. Et comme invité, nous recevons le directeur général de l'Office national de la santé et de reproduction, Dr Aïdara Ben Moulay Idriss. Avec lui, il sera question de la planification familiale. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1 et nous recevons également le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation sur ce plateau pour la lecture d'un communiqué du gouvernement. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous la lecture de ce communiqué. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 030 du gouvernement de transition. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'à l'issue des travaux de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des pays membres du G5 Sahel, tenue le 15 février 2021 en Djamena, les chefs d'État avaient convenu de tenir la 8e session ordinaire à Bamako en février 2022. Conformément à la pratique établie, cette session devrait ainsi consacrer le début de la présidence malienne du G5 Sahel. Cependant, près d'un trimestre après le terme indiqué, la dite session de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ne s'est toujours pas tenue, en dépit des multiples initiatives prises par le Mali dans ce sens auprès des instances du G5 Sahel pour y attirer leur attention. Dans sa dernière correspondance, en date du 22 avril 2022, adressée à son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad et président en exercice du G5 Sahel, notre président, le président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avait prévenu qu'en l'absence de progrès substantiels sur la question, d'ici le 15 mai 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, la République du Mali se verra dans l'obligation de suspendre sa participation aux organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que la non-tenue à Bamako de la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, ainsi que les réunions statutaires des autres organes, constitue une violation d'une décision prise par l'institution, mais aussi celle des textes de base du G5 Sahel. Le gouvernement de la République du Mali rejette fermement l'argument d'un État membre du G5 Sahel qui avance la situation politique interne nationale pour s'opposer à la présidence malienne du G5 Sahel. En effet, aucun texte juridique du G5 Sahel ne prévoit des restrictions contre un État membre sur la base de sa situation politique nationale. En la matière, aucune disposition des textes de cette institution ne prévoit qu'elle puisse également endosser des sanctions ou restrictions édictées par d'autres organisations à l'endroit d'un État membre. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément
à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel, notamment la conférence des chefs d'État et le secrétariat exécutif, dont le programme de travail annuel et le budget 2022 ne sont toujours pas adoptés par le Conseil des ministres de l'institution. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples, qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète, l'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète pour une dernière fois. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Cette décision sera notifiée aux États membres de l'organisation conformément à la procédure prévue en la matière. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son engagement constant en faveur de l'intégration et de la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts majeurs des peuples africains. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 15 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Alors, Monsieur le ministre, l'information principale, c'est que le Mali quitte le G5 Sahel. Et qu'est-ce qui a motivé notre pays à prendre cette décision? Merci infiniment. Je voudrais juste rappeler que la situation qui a conduit le gouvernement à prendre une telle décision résulte de faits très graves et quasiment inédits dans les relations internationales. Donc il est très important, évidemment, d'édifier à la fois l'opinion nationale et l'opinion internationale. Avant tout propos, je voudrais ici rappeler que le G5 Sahel est un mécanisme régional dont la seule mission et le seul objectif est de réussir le nexus développement-sécurité au profit des 5 États membres qui composent le G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, et bien entendu au profit des peuples de ces 5 États. La présidence de ce mécanisme régional est une présidence tournante. Le Tchad, qui assure la présidence depuis l'année dernière, devrait normalement céder le témoin au Mali depuis le mois de février 2022. Malheureusement, ceci n'a pas été le cas. L'argument avancé, un argument vraiment regrettable, avancé par certains États membres, c'est de faire allusion à la situation politique interne du Mali. Évidemment, les sanctions, on ne le dira jamais assez, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Et quels sont les constats faits par notre pays? Globalement, le gouvernement a fait 2 constats. Le premier constat, c'est d'abord la discrimination.
discrimination évidemment négative dont le Mali est victime. Et l'une des facettes visibles de cette discrimination est l'application de règles différentes à une situation identique. Nous le rappelons ici que le Tchad, tout comme le Mali, traverse en tout cas une transition politique. Donc nous ne pouvons pas accepter que nous soyons victimes de cette discrimination et nous rejetons catégoriquement la politique de 2 poids 2 mesures et bien entendu l'application de règles en géométrie variable. Et ce qu'on déplore le plus, cette situation ressemble à la triste histoire du chameau qui se moquerait de la bosse du dromadaire. Le plus important, et ce qu'on doit souligner, le Mali est l'un des rares pays du G5 Sahel à être à jour dans les cotisations. Et le second constat, nous le savons, le G5 Sahel n'est pas membre ni de l'UEMOA, ni de la CEDEAO. Donc évidemment, on se poserait la question, en quoi les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises par ces institutions concernent le G5 Sahel. Voilà les 2 constats, en tout cas, que le gouvernement a posé. Et vous avez un dernier mot après la lecture de ce communiqué? Un dernier mot, je voudrais juste rappeler que le G5 Sahel, comme toutes les organisations internationales, repose sur le principe de l'égalité de ses États membres. À ce jour, bien entendu, il y a une forte tendance à transformer le Mali en sous-État, chose que nous n'accepterons évidemment pas, et chose que nous considérons comme étant une atteinte à notre dignité et notre honneur. Qu'à cela ne tienne, il faut quand même rappeler aujourd'hui que nous avons toutes les preuves de notre bonne foi. En particulier, la lettre de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, adressée au président en exercice du G5 Sahel, lettre dans laquelle on attire leur attention et nous posons très clairement un délai, en leur disant que la situation discriminatoire dans laquelle ils veulent nous soumettre ne sera pas acceptée. Et je pense que cette lettre, aujourd'hui, on peut la brandir avec fierté, grâce à la sagesse du président. C'est depuis le mois de février 2022, on aurait pu tout simplement se retirer, vous savez, sans autres avertissements. Mais le président a quand même décidé de prendre le temps, de 3 mois à peu près, avant d'envoyer cette lettre. Mais avant la lettre, il y a eu beaucoup de démarches diplomatiques, évidemment, pour attirer l'attention des responsables du G5 Sahel. Malheureusement, les lignes n'ont pas bougé. Et compte tenu de la gravité des faits, le gouvernement a réévalué la situation pour passer de l'annonce initiale, qui était la suspension peut-être pour quelques mois, à un retrait pur et simple, qui correspond bien entendu à la gravité des faits. Je voudrais quand même saisir cette opportunité qui m'est offerte pour insister que cette situation n'entache en rien la bonne qualité des relations exceptionnelles bilatérales que le Mali entretient avec le Tchad. Et nous savons également que le peuple malien, et bien entendu le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple mauritanien ont des liens séculaires et très profonds. Donc ceci n'entachera en rien toute cette qualité exceptionnelle et profonde que nous partageons à la fois sur le plan bilatéral avec ces États membres et bien entendu avec les différents peuples. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, qui nous a livré le contenu d'un communiqué du gouvernement avec comme information principale le retrait du Mali au G5 Sahel. Suite donc de ce journal, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré hier après-midi une délégation du Qatar en visite au Mali. Il a été question de coopération et de partenariat entre le Mali et le Qatar. Cette visite est la suite logique de la participation du chef de gouvernement au forum de Doha en mars dernier. Le point avec Mariam Koné et Aboubacar Traoré. La visite du Premier ministre malien au Qatar en mars dernier porte déjà ses fruits dans le partenariat entre Bamako et Doha. La présence d'une délégation de la Fondation Qatar Charity dans notre pays augure de bonnes perspectives. Une coopération qui se traduit par le financement d'une 50aine de projets, notamment des forages et l'assistance de plusieurs familles démunies et pas seulement.
Au cours du mois de Ramadan, on a procédé à la mobilisation des fonds pour certains projets au Mali. Voilà, donc dans les 2 mois à venir, nous allons voir ça avec les ministères concernés, une stratégie qui prend en compte les priorités du gouvernement malien et cibler certaines régions, certaines zones dans lesquelles nous allons mettre toute notre force pendant 5 ans. Au bout de ces 5 ans, nous pouvons avoir des impacts notoires dans ces régions et puis ensuite on va aller vers d'autres régions qui bénéficieront des mêmes financements. Le choix de ces régions ou de ces zones, effectivement, se fera avec le gouvernement malien, c'est-à-dire sous la conduite du gouvernement malien, pour pouvoir vraiment développer ces zones-là et après partir vers d'autres régions pour faire la même chose avec que notre démarche soit notoire et ait un impact dans la société malienne. Le partenariat entre le Mali et le Qatar tient à cœur les autorités maliennes, d'où la présence à cette rencontre de plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a exposé aux partenaires quelques priorités du Mali. Notre pays est dans une situation d'insécurité où il y a des déplacements des populations, il y a la pluviométrie qui n'a pas été bonne, et vous avez des populations qui ont été empêchées même de travailler l'année passée. Donc il y a un fort besoin cette année en aide humanitaire d'urgence pour les populations déplacées, pour les populations victimes de l'insécurité, pour les populations qui n'ont pas pu travailler à cause de la Covid. Ça a paralysé des secteurs entiers de l'économie. On a une population jeune. Cette jeunesse a besoin d'appui de tout genre. Il y a d'abord les activités de jeunesse sportive proprement dite, et puis on a toute une politique de reconstruction de la citoyenneté, n'est-ce pas, qui demande des moyens pour un pays qui est en guerre. Il y a beaucoup d'insuffisance en termes financiers. Bon, c'est parce qu'on veut reconstruire carrément notre citoyenneté, on veut avoir une démocratie qui est adaptée à nos réalités, et on a besoin d'une formation de la jeunesse sur tous les plans. Nous avons aussi les besoins d'emploi. Le chef du gouvernement a aussi exprimé le besoin de réinsertion professionnelle de jeunes combattants. Ces demandes ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. D'ores et déjà, les visiteurs du jour annoncent la mobilisation de $100,000, soit plus de 60 millions de francs CFA dans le cadre de l'action humanitaire. Une enveloppe qui pourrait augmenter en fonction des besoins de la partie malienne à 600 millions de francs CFA. Voilà. Nous sollicitons votre bienveillance pour l'exonération des impôts ou bien de dédouanement dans certains cas, dans la mise en œuvre de certains projets et programmes. Nous voudrons maintenant vous demander, Excellence Monsieur le Premier ministre, de nous octroyer une parcelle sur laquelle on va construire le siège de Qatar Charity. Ensuite, on va, autour de ces sièges, on va construire un ensemble de services, notamment en termes de formation professionnelle, en termes d'appui aux femmes dans les projets générateurs de revenus. Dès que nous avons l'aval de votre gouvernement et que nous avons cette parcelle-là, donc nous sommes prêts à mettre beaucoup d'argent pour la construction de ce qu'il a appelé village, de ces villages qui va comporter beaucoup de services au bénéfice des populations maliennes. Par rapport à ces demandes, il serait bon que la Fondation Qatar Charity saisisse officiellement le gouvernement. L'avantage de cette démarche, c'est qu'il y a des traces. L'État est à une continuité. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a présenté les condoléances du peuple malien suite au décès de l'ancien chef d'État des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Et en image, signature de convention d'un mémorandum de 18 mois entre le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, FAFE, et l'ONG Qatar Charity à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ce mémorandum de 500 millions de francs CFA va appuyer les femmes et les enfants dans des activités génératrices de revenus. La dite convention a été signée au département de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Voilà, signature de convention entre Qatar Charity et le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et c'est dans une ambiance festive que la conseillère spéciale du président de la transition a inauguré officiellement ce week-end 3 forages dans 3 communes du cercle de Yélimane. L'initiative s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Reportage à Binoko Fofana et Lassana Keita. Atténuer la souffrance des populations démunies de notre pays. C'est dans cette optique que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a offert 3 adductions d'eau potable à des localités situées dans le cercle de Yélimane. Il s'agit des localités de Bénin, Sigédjé et Le Gaël-Sou. Elles ont toutes reçu chacune un château d'eau de 7000 litres et un forage de 15 mètres cubes. Ce geste de solidarité du président est salué à plus d'un titre par les bénéficiaires. Alhamdulillah, parce que Benna c'est un village, Benna créé depuis 1875 jusqu'à nos jours, toujours on a un problème de l'eau. Ce qui est fait vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. Vraiment, ça fait des années, chez les voisins villages qui nous servirent pendant ces jours de sec, l'eau. Mais cette année, alhamdulillah, personne ne peut pas nous servir l'eau grâce au forage président Assimi Goïta, président de la transition. Vraiment, nous, le village de Benna, nous remercions le président de la transition et nous remercions ensemble le gouvernement. Nous, dans notre pauvreté, le président a pensé et s'est intéressé à nous étant dans son palais. C'est une symbolique forte que nous apprécions, qu'il en soit remercié. Pas une parcelle d'eau peut-être presque 3 kilos aller, 3 kilos retour, ça fait 6 kilos par jour. Pour chercher de l'eau. Tout le monde sont venus nous accueillir parce qu'on est tous on est heureux. Selon la représentante du président de la transition, le choix des localités bénéficiaires n'est pas un fait de hasard. Le choix de ces localités se fait à travers les gouverneurs. Les populations font des demandes au préfet ou sous-préfet et ça remonte au gouverneur. Le gouverneur nous soumet. Après analyse, il y a une équipe qui vient sur le terrain pour voir la pertinence de l'ouvrage. Et après, on passe à la phase d'exécution. Et c'est après qu'on vient pour l'inauguration. Donc tout ce qui a été fait, c'est toujours suite à la demande de la population. Le président a en tête tous les Maliens dans toutes les régions du Mali. Mais on ne peut pas faire tout en même temps. Et là, comme vous l'avez vu, on a commencé par Kita, on était à Kita, on est à Kaï, on va continuer après. Et les autres régions aussi ne seront pas oubliées, mais chaque chose en son temps. Les bénéficiaires très joyeux se sont engagés à une utilisation judicieuse de cette donation. Je le disais dans les titres, plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux du programme annuel d'entretien des réseaux d'irrigation de l'Office du Niger qui viennent d'être lancés à Béouani, des travaux entièrement financés par l'État et la redevance eau des producteurs. Les travaux concernent 12 000 km des réseaux. Le ministre du Développement rural a également visité le site des travaux du barrage de Makala. On en sait plus avec Candécila. Les travaux d'entretien des réseaux hydrauliques de l'Office du Niger constituent le centre d'intérêt de cette visite du ministre du Développement rural à Ségou. Le temps a été donné au canal Kostongoïba dans la zone de production de Béouani, où le ministre a donné le premier coup de pelle des travaux de nettoyage mécanique du chenal droit qui sera entretenu sur 19 km. L'objectif des travaux, c'est de nettoyer l'ensemble du réseau hydraulique. C'est pour assurer la fourniture correcte de l'eau. L'objectif aussi du programme, c'est d'éviter l'inondation de nos parcelles et l'inondation des villages. Ici, comme au canal de Thio, les entreprises sont mobilisées pour les travaux de focardage, de nettoyage et d'enlèvement des plantes aquatiques nuisibles. Baram dirama ne ala sonama a dirama ka date de lemga amba damne ka laban ka beni o dele batun do bambulo olu be binti ka ji jukoro pel do bambulo olu ba ta sanfela la bo batun do fana bambulo olu be bin charger ka bona kana tun kenema
le rôle de la mission de contrôle, c'est d'abord de veiller à la qualité des travaux et surtout au respect des délais. Nous avons des agents permanents sur le terrain qui veillent à ça. Au total, plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés cette année pour le programme d'entretien annuel de l'Office du Niger. Un budget exclusivement financé par l'État et la redevance eau payée par les producteurs. La pluie n'attend pas, l'hivernage n'attend pas. Et on est dans une situation exceptionnelle cette année. Et dans le monde, il y a la crise. Les prix ne font qu'augmenter. Donc la solution que nous avons, c'est de mettre à niveau ces réseaux d'irrigation pour que la zone de Ségou puisse jouer son rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il convient de dire que l'entretien des réseaux secondaires qui relèvent des fonds collectés par les redevances, et il convient de féliciter les exploitants de l'Office du Niger pour le niveau élevé de recouvrement. Ça permettra vraiment de compléter ce que l'État a fait. Autre site visité, les travaux de réhabilitation et d'entretien du barrage de Markala et de ses ouvrages annexes. Pour ces travaux, les ateliers militaires centraux de Markala ont été sollicités. La délégation constate avec satisfaction le dispositif sur place et les travaux en cours. Il convient de remercier les hautes autorités, notamment le président de la République et le Premier ministre, pour avoir accepté, nonobstant les situations du sud du pays, de donner un budget pour réhabiliter vraiment le barrage qui constitue le cœur. Vous savez, dans un système, si le cœur est défaillant, tous les systèmes s'arrêtent. C'est encore une fois l'occasion pour moi de remercier les ateliers centraux de Markala qui viennent de démontrer encore une fois que leur rôle, ce n'est pas seulement la défense du territoire contre l'ennemi, c'est aussi la guerre contre la faim au Mali. Efforts combinés au retour de la sécurité dans les zones de production qui vont certainement permettre à l'Office d'atteindre ses objectifs pour la campagne à venir, à savoir plus de 905 000 tonnes de riz paddy et 116 000 tonnes en culture de diversification. La Maison des Jeunes de Badiangara, réalisée à 300 millions de francs CFA, a été inaugurée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette infrastructure sera un espace d'épanouissement des jeunes de la localité. Reportage Omar Maïga et Suleiman Tepsougué. À travers la coupure du ruban symbolique par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ataher, la Maison des Jeunes flambant neufs ouvre ses portes à l'ensemble de la jeunesse du Mali et en particulier celle de la région de Badiangara. Je voudrais rassurer son Excellence le Président de la Transition qu'avec la jeunesse à ses côtés, nous allons avec lui relever le défi. Il n'échouera point parce que le peuple malien et sa jeunesse sont avec lui. Le gouvernement de la transition est plus que jamais engagé à rester à l'écoute active des préoccupations de la jeunesse malienne. Vous aurez remarqué certainement la présence à mes côtés du président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Habib Dako, qui est là à mes côtés, pour dire à tous les jeunes, partout où vous serez, nous irons vous chercher. Nous viendrons pour nous mettre à votre écoute et édifier ensemble le Mali de demain. Entièrement financé par le budget national à hauteur de 300 millions de francs CFA, l'infrastructure comprend une salle de conférence multifonctionnelle, une administration, un restaurant, une salle d'hébergement. La jeunesse du secteur rural n'est pas restée en marge de l'appui du département. Une importante quantité de vivres et des semences adaptées au climat de Badiangara a été mise à leur disposition. En venant rencontrer mes cousins Dogon et mes frères Peul et mes frères des autres communautés, je ne pouvais pas venir les mains vides. J'ai apporté 15 tonnes de vivres et en semences 2 tonnes de mil et 500 kilos de niébé Wulibali. Ces semences certifiées et de première génération permettront de s'aimer plus de 400 hectares à mil et plus de 250 hectares à niébé. Elles permettront à coup sûr
de produire plus de 900 tonnes de mil et plus de 250 tonnes de niébé au dire des techniciens de la Direction nationale de l'agriculture. Avec ces productions, la région de Bandiagara connaîtra sans doute la sécurité alimentaire et une nette amélioration des revenus des producteurs. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, le ministre et sa délégation, avec les autorités administratives, politiques et les forces vives de Bandiagara, ont procédé à la plantation d'arbres dans la cour de la maison des jeunes de Bandiagara. La visite des stands d'exposition et de vente a meublé l'inauguration de la maison des jeunes de Bandiagara. Parlons chiffres encore, 14 milliards de francs CFA, c'est le coût de projet conjoint de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique. Il intervient dans 8 communes des régions de Ségou, Sikasso et Bougouni. Compte rendu Mustapha Doumbia et Suleiman Bamba. Le projet conjoint UNICEF-FAO-PAM vise la stabilisation de la sécurité alimentaire et les statuts nutritionnels des plus vulnérables à court terme et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à moyen et long terme. Il intervient dans 8 communes, dont 4 de la région de Ségou, 2 de Bougouni et 2 de Sikasso. Il est mis en œuvre par l'UNICEF, le PAM et la FAO. Le présent projet conjoint FAO-PAM et UNICEF a été conçu afin de renforcer la résilience des populations ciblées, particulièrement les personnes les plus vulnérables, à travers un appui au système pour un meilleur accès aux services sociaux de base, l'augmentation de la production agricole par la création d'actifs, la réduction des pertes post-récolte, l'appui aux organisations de producteurs pour un meilleur accès au marché et l'amélioration de la disponibilité et de la consommation des aliments à haute valeur nutritive. Le projet conjoint de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique est financé par la coopération suédoise à 14 milliards de francs CFA. Il dure 4 ans et cible directement plus de 144 000 personnes. Les communes bénéficiaires de la région de Sikasso sont Sikasso et Kabouila dans le cercle de Sikasso. Dans la région de Bougouni, les 2 communes bénéficiaires sont Zandiabougou et Koumantou. La stratégie élaborée par la SED dans le cadre de sa coopération avec le Mali est en parfaite adéquation avec les priorités du pays, à savoir les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit et l'égalité des genres, la promotion des sociétés pacifiques inclusives, la gestion de l'environnement, du climat et l'utilisation durable des ressources naturelles. Le lancement du projet est mis à profit pour identifier les villages devant bénéficier directement les interventions du projet. Après Wélé-Sébougou, Kati et Djouila, Suleiman Fomba, mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives du coton, a rencontré les cotonculteurs de Fana. Les futures élections au sein de la fêtière ont été expliquées dans les différentes zones. Envoyés spéciaux, Moïse Traoré et Tayeb Adjaouiakoui. Beleko et Djouila entendent se maintenir en tête du peloton de la production cotonnière. Les producteurs de Massigui sont également à Djouila pour écouter l'équipe du mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives de coton du Mali. L'objectif est de disséminer les conditions préalables à la participation aux futures élections de la fêtière. Le règlement des quotas et la conformité avec les textes de l'OADA font partie des dites conditions. Ça nous convient très bien. Ce qu'il nous a dit, les élections passées là, ce n'était pas bien passé. Mais tout ce qu'il nous a dit maintenant là, on a bien compris. Pour notre RPA, au niveau des engrais là, on n'a pas beaucoup de problèmes. Nous remercions encore le président Assimi pour la subvention sur les engrais. C'est grâce à ces 100 milliards que le sac est à 12 500 francs CFA. Ce que nous demandons, c'est l'application de la loi d'orientation agricole pour que les femmes et les jeunes aient effectivement les 30% de terres arables. À Fana, dernière étape de la tournée, les cotonculteurs déplorent que l'intrant ne soit pas disponible dans toutes les contrées. Quant aux retombées financières de leur travail, les retards de paiement seront bientôt un mauvais souvenir. On invite tous les producteurs donc, à se mettre en règle, à s'inscrire dans les registres,
afin qu'on ait des listes électorales fiables et qu'on puisse procéder à des élections claires, transparentes, et que les hommes et les femmes que les producteurs estiment être dignes de confiance soient choisis et dirigent leur organisation. Les zones CMDT sont au nombre de 4. Sikasso, Koutiala, Kita et Fana, la zone centre. On en vient à notre invité de ce 20h. Je le disais à l'ouverture de ce journal, nous recevons le directeur général de l'Office national de la santé de reproduction, Dr Aïdara Ben Moulaye Idriss. Merci une fois de plus, Dr Aïdara, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Khadija Koné. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre structure pas très connue du public? Quelles sont vos missions essentielles? Très bien. Donc, c'est une opportunité rêvée pour l'Office national de la santé de la reproduction. Et je voudrais dire tout simplement, c'est dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile que le gouvernement de la République du Mali a initié la création de la Direction générale de la santé de la reproduction, appelée Office national de la santé de la reproduction du Mali. D'accord. Et cette direction a été créée le 3 avril 2020, mais a été rendue opérationnelle au cours de cette transition. Donc, c'est tout juste pour dire que c'est prenant vraiment conscience du taux de mortalité maternelle très élevé au Mali, parce que nous avons 325 décès sur 100 000 naissances vivantes. Et c'est une direction générale qui réellement s'occupe de la coordination générale de la santé de la reproduction. Et qui aussi s'occupera effectivement de tout ce qui est qualité des soins, va travailler sur effectivement les personnels qualifiés, parce qu'en réalité tout ce qui est incriminé dans le décès maternel sera traité par cette direction. Donc dans cette direction, nous aurons aussi un centre de formation pour qualifier nos agents, nous aurons un centre de recherche pour effectivement faire en sorte d'informer nos programmes et nos projets à travers des études, de la recherche-action. Et nous allons essayer de ressusciter tout ce qui est mémoire de la santé de la reproduction au Mali et faire en sorte de travailler sur tout ce qui est soins jusqu'au dernier kilomètre. Donc c'est dans ce cadre que cette direction a des priorités cette année. Nous avons 300 aires de santé cette année et dans lesquelles nous allons travailler sur les 3 retards qui sont incriminés. Ok. Et si on vous disait de nous dire rapidement la situation de la planification familiale au Mali, que diriez-vous? Est-ce que le tableau est reluisant ou pas? Bon, on ne peut pas dire que le tableau est reluisant, mais nous pouvons dire qu'il y a des avancées significatives. Parce qu'avec la mobilisation de tous les partenaires, avec la mobilisation de l'État, et nous avons constaté quand même une réduction, une augmentation de la prévalence contraceptive de 10%, autour de 10%, 9,9% autour des années 2010, et maintenant nous sommes autour de 17%. Donc pour dire qu'effectivement il y a une évolution de la prévalence contraceptive, il y a une évolution de l'adhésion des populations effectivement à ces méthodes contraceptives modernes. D'accord. Voilà. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Et beaucoup reste à faire. Vous avez lancé jeudi dernier la 18e édition de la campagne de la planification familiale. Quels sont les objectifs visés? Et l'objectif principal visé, c'est d'avoir au moins 396 800 nouvelles utilisatrices des méthodes de planification familiale. Je vous ai dit tantôt que nous sommes à 17%. Or, nous visons d'ici 2030, nous visons effectivement, d'ici 2025, je m'excuse, nous visons 30%. Et nous sommes qu'à 17%. Avec 24% de besoins non satisfaits en planification, nous pensons qu'on peut atteindre nos objectifs d'ici 2025 de 30%. Mais au cours de cette campagne, nous souhaiterons avoir 396 800 nouvelles utilisatrices. D'accord. Et quels sont les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs? Bon, il y a beaucoup de moyens parce que pour atteindre ces objectifs, la porte d'entrée de la planification familiale, c'est l'information. C'est pour cela que nous sommes heureux d'être là à l'ORTM sur le plateau de et surtout mobiliser même les agents de l'ORTM à donner beaucoup d'informations sur la planification familiale. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation sociale qui est enclenchée du niveau village jusqu'au niveau central. Ça veut dire que les organisations de la société civile sont mobilisées à donner l'information, la bonne information, l'information vraie.
et de qualité. C'est pourquoi nous avons vraiment initié un dossier de presse et dans lequel se trouve toute l'information, la vraie information, pour permettre aux agents, que ce soit journalistes, que ce soit communicateurs traditionnels, à avoir la bonne information et faire passer l'information. Donc une mobilisation générale qui se fait du niveau village jusqu'au niveau effectivement central, à travers les médias, à travers l'information, l'éducation et communication, à travers les organisations des femmes, des jeunes et tout ça. En plus de ça, quand on mobilise la demande, il y a l'offre aussi qu'il faut mobiliser. Donc c'est dans ce cadre que nous voulons donner l'information à tout le monde que cette année, et comme toutes les autres années, les 17 éditions passées, la campagne elle est gratuite. L'offre de services est vraiment gratuite, que ce soit pour la planification familiale ou le dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est quand même le cancer du col de l'utérus qui est un grand fléau. Donc nous avons des stratégies fixes. Ça veut dire que dans tous les services de santé publics, nous avons le service qui est disponible. Nous avons des ONG aussi qui ont effectivement d'autres genres de structures qui existent et qui offrent le service gratuitement. Nous avons aussi la stratégie mobile, c'est-à-dire les équipes mobiles qui se déplacent pour aller dans les zones enclavées. Et nous avons aussi des cliniques mobiles qui offrent tous les services de planification familiale. Et l'offre, elle est gratuite, je précise. Et lors du lancement de la campagne, il a été noté qu'un accent particulier sera mis cette année sur les déplacés. Pourquoi spécifiquement cette couche? Bon, vous savez que depuis 2012, nous sommes dans une crise. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes déplacées. Ces personnes déplacées à Bamako sont situées dans 4 sites, je veux dire 4 sites de déplacés. Niamana, chez nous avons aussi à Faladji le centre Mabilé. Et dans toutes les grandes villes au Mali, nous avons des déplacés. Et ces déplacés sont laissés pour compte parce que c'est des personnes étrangères qui arrivent dans une zone qu'elles ne maîtrisent pas et qui ne connaissent pas, qui ne sont pas bien orientées vers les services. Donc c'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, a choisi ce thème pour mobiliser tous les services à l'endroit vers effectivement ces personnes déplacées pour leur donner la complétude de service. Et au niveau effectivement de ces personnes déplacées, en plus des services SR qu'on va donner et de planification familiale, nous allons aussi ouvrir aux autres services et faire en sorte de faire de l'évacuation. Et orienter ces personnes vers les structures pour que ces personnes puissent connaître désormais vers où se trouvent les structures de santé et par quel mécanisme avoir effectivement l'offre de services. D'accord. Et quel est votre message fort à l'endroit de la population? Le message fort, c'est la mobilisation sociale. Il faudrait que toutes les communautés se mobilisent vers les services qui sont vraiment offerts gratuitement. Et c'est le moment aussi de remercier effectivement tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette dynamique pour arriver à cette organisation et qui pourra vraiment offrir le service gratuitement et partout sur l'étendue du territoire national. Et la mobilisation des médias est largement sollicitée. D'accord. Nous vous remercions d'avoir accordé du temps à la rédaction de ORTM1. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions avec le directeur général de l'Office national de la santé et de reproduction, Dr Aïdara Ben Moula Idriss. Il a été question de la planification familiale et la 18e édition qui a été lancée le jeudi dernier. Partons à la rencontre de Namaké Sissoko, un ancien combattant des guerres d'Indochine et d'Algérie. Il a été enrôlé de force dans l'armée française. Aujourd'hui, notre papy déplore l'attitude de la France face à certains anciens combattants africains qui ne perçoivent pas les mêmes pensions militaires que leurs homologues français blancs. Il nous raconte son parcours sur tous les combats qu'il a eu à faire malgré ses 93 ans. Nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko, Adama Kamara et Modibo Tankara, sont allés à sa rencontre dans son village à Solenta, dans le cercle de Bafoulabé. Suivons. Marquez les pas, 1, 2, anciens combattants, Mounasokere, marquez les pas, et 1, 2. Je suis la première classe Sissoko Nama. Maintenant que le 27 décembre 29, première saison, premier bateau, 2-24, 1-4e ligue. Je fais Indochine 2 fois. Fils unique, le jeune Namaké Sissoko a été enrôlé de force dans l'armée française.
pour servir la France dans sa dynamique de répression d'autres peuples qui aspiraient à l'indépendance. Dans ce cadre, il a participé aux guerres d'Indochine et d'Algérie. C'est ici, Solinta, dans l'ancien canton de Bétéa, que Namaké a été déniché en 1949 quand il avait 20 ans. À Diagua, Folofolo, chef de canton. Kaito Bobla Baflabe, Canadi, chef de canton, Momento Yekala, ou l'Elbetaran Baflabe. Kawishtek. Ni tata, la cricket. Ce village, surplombé par le Momanding, est installé sur la rive gauche du Bakoy, un bras du fleuve Sénégal, et situé dans la commune rurale de Walia, cercle de Baflabé. Près de 330 km le séparent de Bamako, la capitale. Je viens le taquiner le plus souvent. Il me prend par la main, il essaie de me secouer. Là, ça va jusqu'au droit au cœur. C'est une satisfaction. Il écoute. Il donne la parole à l'auditoire. Il est infirme. Nous nous retrouvons ici. On se donne des conseils, on se donne des directives sur le bon développement du village de Solinta. Et, partant, il est notre chef de canton. Son père échappe à l'emprisonnement à la faveur de son recrutement dans l'armée coloniale, nous explique-t-il. Malgré ses 93 ans, Namaké Sissoko est très lucide et garde tous les souvenirs de sa vie de soldat colonial. C'est avec amertume que l'ancien combattant affirme quitter sa terre natale pour apprendre le métier des armes au camp de Galeni. Marseille, France. La Harano que non. De la 6 mois d'affaire. Quand je reste quand même Marseille, au camp de Galeni. De la 6 mois d'affaire. Galeni. L'émotion fut grande lorsque le soldat de première classe raconte les empoignades et accrochages d'envergure qu'il a eus sur les différents fronts en Indochine et en Algérie au compte de la France. Le calvaire ne fait que commencer pour les combattants africains. Il se souvient de cette nuit à Hanoï où leurs munitions étaient finies en plein combat, presque de corps à corps. La mort, il en a échappé à plusieurs reprises. La bravoure des Soudanais français qu'ils étaient n'avait pas d'égal. Le soldat devait mourir arme en main quand il est en cours de munitions. Arme automatique. 29. 17. Aujourd'hui, 762. J'ai 1751. Il reste à faire. Les efforts fournis pour la France ne sont pas récompensés. Le soldat déplore également l'humiliation et le racisme dont ils étaient victimes sous le drapeau français. Ces promotionnaires en France ou ailleurs approchent les 5 millions et plus. Bon, le peu qu'il gagne ici aussi, c'est des tracasseries. Hein? Il a même demandé à être à la banque, mais jusqu'à présent, le virement n'a pas lieu. L'ancien combattant regrette de ne pas avoir la chance d'aller à l'école. C'est pourquoi il demande à la jeune génération d'étudier. Le soldat de première classe, Namaké Sissoko, nonagénaire et chef de village depuis 2003. Et longue vie à notre papy. L'actualité sportive, c'est tout de suite et il est au rendez-vous. Bonsoir Kodi Sibi. Bonsoir Kalidatou, bonsoir à tous. Alors, on connaît désormais l'affiche de la finale de la 61e Coupe du Mali de football. Oui, le Djoliba Athletic Club de Bamako jouera contre l'AS Real. Et en demi-finale, vous allez apercevoir les images de cet après-midi, en deuxième demi-finale. Donc, les Scorpions du Real ont battu le Stade Malien de Bamako
sur le score de 1-0. Les deux équipes sont dans leur couleur habituelle, les Scorpions en noir et blanc et le Stade Malien dans ses maillots en blanc. On voit donc ces actions dans la surface de réparation de l'AS Real de Bamako, mais les Scorpions qui vont reprendre, comme on le dit, le match en main avec justement des actions bien coordonnées que vous apercevez. On va d'ailleurs assister à l'ouverture du score sur cette action par Bouré Massidibé en 2 temps. Donc c'est l'unique but de la partie marqué par Bouré Massidibé, qui donne la victoire à l'équipe du Real de Bamako, vainqueur donc 1-0 aux dépens du Stade Malien de Bamako à l'issue de cette deuxième demi-finale de la Coupe du Mali de football. Vous voyez toute la joie des supporters réalistes au score final, donc 1-0 pour le Real de Bamako face au Stade Malien. Voilà, le Real de Bamako qui retrouve, dont on aperçoit son président, le Real qui se qualifie donc pour la finale. Et Karija Tourkone, on va donc préciser que c'est la 7e victoire, la 7e finale de l'histoire entre les deux équipes, pour 4 victoires pour le Djoliba et 3 pour l'AS Real de Bamako. Et la dernière confrontation en finale entre les deux équipes remonte à 1996 et le Djoliba l'avait emporté par le score de 2-1. D'accord. Et on passe au football féminin avec le championnat national de première division. Oui, en clôture justement de cette 6e journée, l'AS Mandé a battu largement l'AS Real sur le score de 4-0. L'AS Mandé en jaune, bien évidemment, dont vous voyez d'ailleurs l'inscription de quelques buts. Voilà, score large face à l'AS Real de Bamako, 4-0. Et on va donc préciser que l'AS Mandé est déjà qualifié pour le Carilas en compagnie des Super Lions dans l'autre groupe. Et par contre, cette nouvelle défaite complique les chances de qualification de l'AS Real pour le Caridas. On va rapidement donner les autres résultats de cette 6e journée. L'AS Police a battu le FC Sabali de Kita 8-0. C'est par le minimum d'1-0 que l'USFAS et les Super Lions de Amdalaï ont dominé respectivement les Amazones de la commune 5 et les Tigresses de Caille. Saramaya de Kati et AS Momo de Sikasso font match nul 0 but partout. Enfin, match nul 2 buts partout entre le Centro UFC et les Tigresses de Bougouni. C'était à Bougouni. Et terminons avec le basketball, avec les nouvelles de la 4e journée du championnat national de première division. Oui, les derniers résultats de cette 4e journée. En série dames, le Stade Malien de Bamako a battu l'AS Police 65-43. Calaban Sport Club s'est imposé devant l'USM Koutiala 80-53. Et chez les hommes, victoire du Stade Malien de Bamako 80-66 devant l'AS Police. La commune 6 a battu le Tata National de Sikasso par 89-69. Les équipes qui dominent le classement chez les dames sont respectivement le Djoliba Athletic Club, l'AS Police et Calaban Sport Club. Et au niveau des hommes, c'est Atar Club de Kidal qui est leader, suivi du Stade Malien de Bamako et de l'AS Mandé de la commune 4. Voilà donc après les rencontres aller-retour entre les différentes équipes hommes et dames, voilà, les équipes qui vont parvenir à se hisser en tête du classement vont se qualifier pour le Caridas. Et la dernière étape, ce sera donc les playoffs à l'issue desquels seront connues les équipes championnes édition 2022. Khadija Toukone. Merci beaucoup, Kodi Sibi. Nous continuons ce journal à la numérisation des anciens manuscrits de Tombouctou. C'est ce que nous abordons ce soir dans la chronique Culture et Société. Cette numérisation permet de mettre à la disposition des chercheurs, étudiants entre autres, des productions de qualité. Déjà 320 000 manuscrits sont numérisés depuis le début de l'année. Alpha Maïga. Le manuscrit est un document ancien écrit à la main. Il est porteur d'informations pouvant servir à renseigner sur un aspect précis d'une société donnée à une époque donnée. C'est Tombouctou qui dispose du plus grand nombre de manuscrits au Mali. Les manuscrits, nous, on les avait dans notre famille. On l'a trouvé dans notre famille.
Donc, lorsqu'on les a retrouvés, on les a bien conservés. Et au moment de la rébellion, Savama a sauvé nos manuscrits. Ils nous ont pris les manuscrits de Tombouctou jusqu'à Bamako. C'est un grand trésor. Toutes les grandes familles de Tombouctou ont leurs manuscrits. Le sujet porte sur tout le sujet de connaissance et résolution de conflits et beaucoup de sujets, droits de l'homme, la tolérance, culture de la paix. Il faut que les manuscrits soient vulgarisés, si je peux dire entre guillemets, mis à la portée de tout, depuis l'enfant, depuis le bas âge, qu'il sache que son pays détient des ouvrages qui regorgent d'un savoir inestimable. Les manuscrits de Tombouctou sont en cours de numérisation dans ce centre. Ici, la numérisation se fait avec un scanner. À la date d'aujourd'hui, on a numérisé 320 000 manuscrits. Tout est numérisé déjà, stocké sur les supports informatiques. L'archivage électronique des manuscrits présente des avantages liés à leur nature et leurs caractéristiques propres. Des documents méconnus du fait qu'ils sont inexplorés. Cette numérisation fournira un support de substitution de qualité aux documents originaux dans un contexte de menace croissante de détérioration ou de destruction. Une fois qu'un chercheur vient, il va regarder parce qu'il y a un répertoire qui accompagne ça. Le répertoire, là, on va le mettre sur Internet. Donc, tu regardes là où tu es, même si tu es à Nairobi, si tu es à Washington, si tu es à Niamey, si tu rentres dans notre site, tu regardes notre répertoire, tu vois le manuscrit que tu veux, tu prends le numéro et tu nous envoies ça. Les manuscrits m'ont apporté beaucoup. Parce que grâce aux manuscrits, j'ai découvert l'Europe, par exemple. On a fait une exposition des manuscrits anciens. Et les Européens sont venus pour découvrir ce trésor-là, cet héritage culturel que le Mali a. La numérisation des documents permet en outre de délivrer aux chercheurs, étudiants et autres usagers des bibliothèques des productions de qualité. Ceux qui viennent travailler sur le manuscrit, une fois qu'ils ont une copie numérique, ils n'ont pas besoin de manipuler l'ancienne copie qui est souvent très fragile. Donc, on garde bien la copie originale. Et puis, le chercheur, les étudiants travaillent sur la copie numérique. Dans la mesure où, si ces manuscrits sont bien exploités, leur contenu est bien connu de tout le monde, ça pourra nous aider à faire face à certains fléaux ou à certains maux qui minent notre société. Je peux prendre le cas de la corruption. On a un manuscrit qui a été écrit par le cher Al-Kunti, Al-Baki, qui a écrit un manuscrit sur comment éviter la corruption, pourquoi éviter la corruption, quelles sont les conséquences sur la société. C'est dire que la numérisation des manuscrits valorise et rend accessible à tous un patrimoine de l'humanité. Point Covid à présent, les services de santé ont enregistré un patient guéri, un cas positif sur 624 tests réalisés et 0 décès. Et 95 patients sont sous traitement. Malikoura Tassira reçoit ce soir la ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko, la version française. C'est à 21h15, la version en Bamanankan à 22h et à 22h30. Vous pourrez suivre votre émission Débat questions d'actualité sur la rentrée littéraire édition 2022. Sidiki Dambélé reçoit des écrivains sur la thématique territoire et imaginaire à suivre juste après Malikoura Tassira. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain commence une autre semaine et je passe le relais à Nyanya Loutraoré pour la grande édition. Mais avant, vous serez avec Mariam Kone pour le 13h. Bonne fin de soirée à tous et bonne reprise demain.